Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 70 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode favori culturel dans lequel je vais vous parler de podcasts, de séries, de films, pas de livres cette fois, mais de contenu Instagram, ainsi que de médias. J'ai rajouté des petites catégories que vous m'aviez demandé, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez avoir des recommandations un petit peu plus souvent, je vous invite à aller suivre le compte Instagram de l'ALAM que vous retrouverez en description de ce podcast, car je vous y partage aussi des favoris culturels un vendredi sur deux. Si jamais l'épisode vous plaît, pour être honnête, j'ai vraiment du mal à visibiliser ce podcast, et si j'arrive à le faire, c'est aussi grâce à vous. Donc n'hésitez vraiment pas à partager l'épisode s'il vous plaît, à partager les contenus sur les réseaux, à liker, commenter les posts et les épisodes. C'est vraiment très très important, ça changerait tout pour moi. J'aimerais trop finir l'année sur une meilleure note niveau visibilité, donc voilà. Si vous en avez le temps et l'énergie et l'envie, n'hésitez pas. Et de même, vous pouvez soutenir le podcast sur sa page Tipeee. J'ai souvent besoin de louer des salles, du matériel pour pouvoir enregistrer les épisodes avec des invités. Donc voilà, je vous glisse ça là si jamais vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel à partir de 1€. Voilà, même si vous pouvez juste donner 1€ une fois, c'est déjà énorme. Donc merci à vous et puis je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Alors, nous sommes en décembre, j'ai la voix cassée. J'espère que ça ira pour vous, vous me direz à l'écoute. Je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. On va commencer tout de suite. Vous m'aviez demandé de vous partager déjà des podcasts. C'est assez marrant parce qu'en ce moment justement j'ai un peu plus de mal avec les podcasts. J'ai du mal à retrouver des podcasts qui me plaisent à 100%, que j'aime vraiment, que j'attends avec impatience. Alors que j'avais beaucoup ça avant. J'en écoutais beaucoup. Donc si jamais vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas à les partager parce que je suis en recherche de nouveaux podcasts. Mais j'ai quand même quelques petits trucs à vous conseiller, quelques petits podcasts que j'adore. Déjà, j'ai découvert il y a pas très longtemps quelques raisons de ne pas disparaître. Donc, c'est produit par le Clameur Social Club. Je ne l'ai pas entièrement fini, mais c'est un podcast qui parle de dépression notamment et de problèmes de santé mentale en général. Donc, c'est porté par Claire Selma. Je vais vous lire un petit peu leur présentation parce que c'est très clair, je pense que ce sera très bien. Je cite: Claire Selma nous invite à percevoir la diversité des visages qu'arbore la dépression. Ici, on ne parlera ni de bataille acharnée contre un ennemi invisible, ni de verre de vin arrosé de larmes, car il s'agit d'aller au-delà des représentations caricaturales de la dépression. Ce podcast vise à rendre compte de la diversité de situations, l'historicité de sa prise en charge et les dimensions sociales, politiques qui entourent cette maladie. Fin de citation. Je trouve ça très juste, et puis ce que j'ai aimé en fait dans ce podcast, c'est que vous verrez, moi je vois ça un petit peu comme une série plutôt qu'un podcast qui vise à continuer à travers les années. Là c'est vraiment 8 épisodes et c'est terminé depuis 2022, ça s'est fait en 2022. Et le but c'était qu'il y ait un début et une fin, je pense, à cette histoire, quoi, à la façon de la raconter. C'est plus quelque chose qui est écrit presque dans une sorte de docu-fiction, parce que, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais parce qu'en fait c'est très mis en scène, mais c'est quand même très réel. Le but, c'est juste de, je pense, parler justement à des personnes qui aussi peut-être sont en dépression, parce que on aborde tout ça avec une voix très douce. Il y a plein de petites musiques qui accompagnent ce podcast. Il y a autant des personnes concernées donc par la dépression, des patients-patientes, que des médecins, que des sociologues, que plein de personnes qui viennent témoigner, apporter leur vision sur des thèmes donnés. Donc voilà, ça y aborde aussi les questions des médicaments, du diagnostic, de l'hôpital psy, de plein de choses. Alors, il me manque 2 épisodes à finir, j'ai pas terminé. En tout cas, ce que j'ai aimé dans ce podcast, c'est voilà, toute cette douceur, toute cette poésie qui accompagne. C'est très reposant à écouter, c'est pas quelque chose qui m'a personnellement en tout cas plombée, et je trouve que c'est vraiment important la forme autant que le fond en vrai, parce que quand on va mal, on a besoin qu'on nous parle d'une certaine façon, et je pense que c'est voilà, une belle approche. J'ai vraiment compris où elle voulait en venir, et ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça pourra vous plaire et vous aider si jamais vous êtes concerné par ces questions-là.
On va rester sur le thème de la santé mentale. Je vais vous parler du podcast Folie douce. Je sais pas si vous connaissez Lorraine Bastide, mais c'est la fondatrice et l'animatrice pendant des années du coup du podcast La Poudre, que je vous recommande évidemment aussi, qui est je crois arrêté aujourd'hui. Mais La Poudre, c'était un podcast qui parlait de féminisme notamment, qui est vraiment une référence et qui est pleine de ressources, donc vraiment je vous invite à aller l'écouter. Donc Lorraine Bastide a arrêté ce podcast pour lancer Folie douce. Folie douce qui parle de santé mentale. Et en fait le concept, si je me trompe pas, Lorraine Bastide, elle en parle dans ses épisodes, c'est pas un secret. Lorraine Bastide est concernée par le TDAH, elle est atteinte de TDAH, si je ne me trompe pas, et aussi d'autres soucis de santé mentale. Enfin voilà, elle a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie et du coup elle en parle dans ses podcasts, ce qui fait qu'elle a eu des épisodes dépressifs. Et en fait elle a décidé de lancer ce podcast justement pour discuter avec d'autres personnes concernées par d'autres soucis de santé mentale, comment avancer dans cette folie. Voilà. D'ailleurs, le terme folie, le terme fou, politiquement, je trouve qu'il est très marqué, très important, très intéressant. Et elle parle aussi de toute l'historicité, justement, de ces termes. Et qu'est-ce que c'est qu'être fou ou folle en fonction aussi de ton genre, de ta couleur de peau, de ta sexualité, de plein de choses. Parce qu'il a des mécanismes d'oppression aussi sociale qui ne s'appliquent pas de la même façon en fonction de ton identité. Voilà, elle politise pas mal ces questions-là et c'est ça que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup la façon dont elle fait ses épisodes aussi parce que, alors là, j'avoue que ça fait quelques semaines que j'ai pas écouté de podcast, j'avais pas trop la tête à ça. Donc j'ai pas pu écouter ces derniers épisodes, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais en tout cas je sais qu'avant elle faisait des intros où elle marchait dans la rue pour aller à son rendez-vous, à son interview, et elle expliquait comment elle allait ce matin-là, à chaque fois. Donc c'était genre, bon alors aujourd'hui il se passe ça et tout. Et en fait avant de passer à quelque chose de un petit peu plus carré, d'une interview avec un ou une invitée, c'est intéressant parce qu'on connaît son état d'esprit à elle, de qu'est-ce que c'est en fait la santé mentale au quotidien, beaucoup plus ancrée dans le réel du coup et spontanée, comment on va tout simplement, et je trouve ça très intéressant. Enfin moi j'ai adoré avoir ces intros, et puis les interviews sont intéressantes aussi parce que justement elle invite des personnalités un peu connues, souvent même connues tout court, et elle va leur poser des questions sur leur santé mentale, et parfois c'est des gens qui en parlent beaucoup, parfois c'est des gens qui n'en parlent pas du tout sur leur réseau. Du coup on apprend à connaître des gens et on apprend à connaître des troubles aussi, on apprend à connaître la gestion des traumatismes, plein de choses. Et je trouve que c'est très intéressant en fait dans un principe de pair et danse. Donc je sais pas si vous connaissez ce principe, mais en gros le but c'est que des personnes atteintes d'un trouble par exemple vont, je sais pas, de bipolarité, vont discuter avec d'autres personnes atteintes de bipolarité, et elles vont s'échanger des tips, des choses qui ont marché pour elles, en fait de personnes concernées à personnes concernées. Et du coup je trouvais ça... j'ai l'impression que moi je retrouve un petit peu ça dans ce podcast, même s'il n'y a pas d'échange et que juste on écoute. Bref, je vous conseille Folie douce, super podcast à écouter. Et dernier podcast sur la santé mentale, je vous en ai parlé plusieurs fois donc je vais aller beaucoup plus vite là-dessus. C'est Encore heureux. Donc Encore heureux, c'est un podcast de Camille Test. Le principe, c'est qu'elle parle de sujets autour de la santé mentale, et elle est souvent accompagnée soit d'une association, soit d'un ou une psychologue, soit d'un ou une psychiatre dans ses épisodes pour aborder ces sujets-là. Elle va aussi inviter des sociologues, plein de gens. Et elle va aborder plein de thèmes. Autant elle va parler de maladies, d'autisme, de bipolarité, de TDAH, de plein de choses. Autant elle va aborder des thèmes aussi très politiques autour de la santé mentale. La dernière fois, elle a fait un épisode par exemple, faut-il vraiment faire de la muscu ? Elle parle de dépression, elle parle de solitude, elle parle de relations amoureuses, de vraiment plein de choses. Alors j'avoue que j'écoute un petit peu moins le podcast en ce moment, parce qu'il y a des épisodes qui m'ont peut-être moins plu. Mais c'est des choses qui arrivent, on peut pas être d'accord avec tout, je pense. Voilà, mais il y a aussi des épisodes qui sont géniaux. En fait, moi, la période où j'écoutais beaucoup et que j'aimais beaucoup, c'était début d'année, fin d'année dernière. Je trouvais qu'il y avait des épisodes très intéressants. Je pense que mon épisode favori de tous, c'est celui où elle a invité les dévalideuses, et je pense que je vais aussi essayer d'inviter ces personnes parce qu'elles sont passionnantes. Les dévalideuses, c'est une asso...
qui travaille sur les questions de validisme et du coup qui accompagne les personnes en situation de handicap et qui essaye de porter en fait leurs revendications. Voilà, je sais pas si c'est bien résumé, mais moi c'est ce que j'ai compris. Et en fait, l'épisode s'appelle Et si votre validisme vous empêchait d'être heureux, qui est sorti le 9 février, et je pense que c'est mon favori de tous et que je vous conseille. Et puis les épisodes un peu plus vieux aussi sur vraiment bipolarité, TDAH, plein de choses. Cela a été vraiment très très intéressant. Je vous conseille ce podcast en général. Je suis pas d'accord avec 100% des choses, mais c'est un de mes podcasts que j'ai écouté le plus, qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien à des périodes où j'allais pas bien. Donc rien que pour ça, je vous le conseille. On va passer au podcast qui ne parle pas de santé mentale. Je vous conseille très fortement 4 quarts d'heure. Alors 4 quarts d'heure, c'est un podcast qui est porté à la base par 4 personnes, donc Kalindi Rumpel, Louise Petrouchka, Camille Lorente et Alix Martineau. C'est 4 personnes qui se sont rencontrées dans le média Mademoiselle à l'époque, qui faisaient déjà des podcasts ensemble et qui, en partant de Mademoiselle, ont décidé de lancer celui-ci, qui a 3 ans, je crois, aujourd'hui. Donc le principe, c'est que en 1 heure, elles vont chacune prendre un quart d'heure pour dire quelque chose de bien ou de pas bien qui leur est arrivé il y a pas longtemps, voilà, ou de sujets qu'elles veulent aborder. Donc il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce podcast, et le principe, c'est que c'est 4 amies qui discutent entre elles, quoi, tout simplement, et on suit ces discussions-là. Il faut savoir que ces 4 personnes sont très drôles. Et moi, j'aimais vraiment ce podcast pour ça, justement, parce que ça me fait vraiment rire, quoi. Enfin, je peux pleurer de rire en les écoutant. Elles sont hilarantes. Et c'est des meufs chouettes qui ont des belles valeurs. Enfin, voilà, pareil, je me retrouve pas dans tout. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais foncièrement, c'est des meufs que je trouve être progressistes et très chouettes. Donc, c'est le principal pour moi. Malheureusement, Kalindi Rumpel a quitté le podcast et je pense que ça m'a fait un petit peu décrocher, parce que c'était la personne que je trouvais vraiment la plus hilarante dans ce podcast. C'est ma favorite, on va dire, même s'il n'y a pas de compétition, mais voilà. Donc c'est un peu dommage, mais du coup elle reste à 3 et elles invitent une personne différente à chaque épisode. Donc voilà, mais ça reste très drôle et je vous conseille de l'écouter si vous voulez quelque chose de tout simple, de léger. Là, j'ai envie de reprendre les podcasts et j'ai envie de me remettre à écouter aussi des podcasts qui parlent de culture, parce que j'en écoutais avant, mais là, ça fait longtemps, donc j'ai pas envie de vous faire des recos alors que je suis pas du tout à jour et tout. Donc, si jamais vous avez des podcasts, et notamment des podcasts qui parlent droit du travail, des artistes, etc., n'hésitez pas à me les partager. Je vais m'y remettre et je m'engage au prochain favori culturel de vous partager des podcasts qui parlent des droits du travail dans la culture, parce que c'est quand même dommage de pas vous reco des podcasts qui vont bien avec le mien, quoi. Donc voilà, je vous partage ça dans les prochains, promis. On va passer à la catégorie film. J'ai 3 films à vous recommander. Je suis récemment allée voir au cinéma Put Your Soul on Your Hand and Walk, réalisé par Sepideh Farsi, et dans lequel on peut suivre du coup la vie de Fatma Assona. Donc Fatma Assona, qui est une photojournaliste, qui était une photojournaliste palestinienne, qui habitait du coup dans la bande de Gaza. Le principe de ce film, c'est qu'on va suivre, je crois entre 2024 et 2025, les échanges entre Fatma Assona et Sepideh Farsi par visio WhatsApp, je crois. Sepideh, en gros, a rencontré Fatma via une personne qu'elle connaissait en commun, et elles vont commencer du coup à parler du quotidien, de ce que c'est qu'être une Gazaoui pendant un génocide, tout simplement. Sepideh, je crois, avait voulu essayer de partir à Gaza à un moment, et elle n'a pas pu, évidemment. Donc elles vont commencer à avoir un dialogue autour de tout ça. Fatma va raconter en fait son quotidien, le quotidien de sa famille, de son quartier. Elle va dire ce qui se passe un petit peu en temps réel autour d'elle, comment elle se débrouille pour manger, pour dormir, pour avoir une vie tout simplement. On va aussi pouvoir malheureusement suivre l'état de sa santé mentale, parce que c'est une personne qui est très souriante, très joyeuse malgré l'horreur qui se passe.
c'est une personne pleine d'espoir. En fait, je pense que c'est ça qu'on retient quand on finit le film aussi. Mais malgré tout ça, évidemment, c'est un traumatisme tellement énorme et qui surpasse tout de vivre ça que on va aussi voir la santé mentale de Fatma se dégrader. Elle va en parler beaucoup. Fatma, du coup, est photojournaliste et on va pouvoir visionner ces images tout au long du film, les images qu'elle a pu prendre quand elle se balade dans la rue. Et voilà, c'est très marquant aussi. Ce film est important aussi parce que Fatem, du coup, a été assassiné le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison. Pratiquement toute sa famille est restée aussi. Je crois qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont survécu, mais la plupart de sa famille est morte aussi sous cette bombe. Je crois que c'était un missile. Ça, c'était une semaine après, je crois, ou quelques jours après à peine, après la sélection du film au Festival de Cannes. Donc tout ça, c'est très marquant, quoi. J'ai plusieurs choses à vous prévenir avant que vous regardiez ce film quand même. C'est que le format peut être très compliqué à regarder. Enfin, c'est vraiment 2 heures d'échange WhatsApp qui fonctionne pas trop et c'est une caméra qui filme le téléphone, mais c'est très intéressant, je comprends pourquoi et voilà, mais juste pour vous dire, c'est vraiment 2 heures de téléphone, quoi, une caméra qui filme un téléphone. Ça, il faut s'y attendre qu'on regarde. Et en fait, moi, je l'ai vu pendant une séance débat au Comédia à Lyon et il y a eu pas mal de retours dans la salle. Qui était très intéressant, je voulais vous en parler. Il y avait pas mal de retours de gens qui étaient assez offusqués de la façon dont Sepideh Farsi parlait à Fatma. En gros, Yael trouvait que la position de Sepideh était un petit peu... la façon dont elle abordait les choses et tout était un petit peu questionnable. Et moi, je les rejoins pas mal sur certains points. Moi, il y a quelques choses pendant le film qui m'ont vraiment un peu fait lever les yeux, quoi. Mais la conclusion du débat, et notamment par des personnes concernées, enfin, qui avaient de la famille en Palestine, etc., c'était que malgré tout, ce film était à partager, à montrer et à diffuser, parce que la voix de Fatma est la plus importante de toutes. Et que même si sur la forme, du coup, et les échanges entre Sepideh et Fatma, il y a des choses qui nous paraissent un peu gênantes. Il y a des choses qui nous paraissent mal placées de la part de Sepideh. Malgré tout, ce film est très important. La voix de Fatma est à entendre et c'est un film qu'il faut diffuser. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette conclusion, je ne sais pas si je vous l'aurais partagé honnêtement parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont gênée. Mais du coup, j'entends et je comprends. Et effectivement, en fait, on entend tellement peu du coup la voix des Palestiniens, Palestiniennes que c'est précieux. Donc Fatma avait l'air d'être une personne extraordinaire et son travail l'est aussi et ça c'est quelque chose qui reste. Il y a aussi des livres là qui sont sortis sur Fatma avec ses photos notamment et des poèmes qu'elle a écrits et tout. Et souvent les livres, du coup, les bénéfices liés aux livres sont tous reversés, notamment à Reporters sans frontières et tout. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir aussi cette cause, parler du travail de Fatma pour ne pas qu'elle soit oubliée, Fatma Asena, et notamment bah, du coup de la cause gazaoui et tout, enfin palestinienne en général. Vous pouvez par exemple soutenir ça en achetant ce livre et dont les sous voilà, iront à Reporters sans frontières et à d'autres assos. Donc je vous conseille de regarder ce film, je vous conseille d'en apprendre plus là-dessus et voilà. C'est trop important de parler du génocide en Palestine qui continue à l'heure actuelle. Donc merci quand même à Sepideh Farsi pour ce film et je vous le recommande. Ensuite, j'ai vu un documentaire sur France TV. Vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube en entier ou alors sur France TV Replay. Je sais pas jusqu'à quand il va rester, donc n'hésitez pas à aller le voir assez rapidement s'il vous intéresse. Donc le documentaire c'est Sœur, un documentaire qui a été réalisé par Julia Zahar et qui parle de la dépression de sa petite sœur Elena. Alors, juste trigger warning, ça parle vraiment
de dépression, de VSS, de suicide. Voilà, il y a des thèmes qui sont très durs qui sont abordés. Mais pour vous la faire courte, Sœur, c'est donc Julia qui filme Elena, sa petite sœur, qui aujourd'hui s'appelle Mao. Elle a voulu changer de nom suite à ce documentaire, mais du coup dans le documentaire c'est Elena, qui est partie en Inde en 2020 pour faire une école de yoga, qui a été portée disparue ensuite. Elle ne donnait plus de nouvelles à personne, etc. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'elle avait été embrigadée dans une sorte de secte dans laquelle elle a subi des traumatismes sexuels, de drogue. Elle a été droguée, si je ne me trompe pas, pendant 2 semaines. Voilà, et on l'a retrouvée dans un état qui était... Bah voilà, on l'a retrouvée pratiquement sans vie en fait. Si elle avait été retrouvée quelques heures plus tard, elle aurait sûrement succombé à ses blessures. Énorme expérience traumatique, voilà. Suite à ça, en plus, il y a le Covid qui arrive à peu près à ce moment-là, donc Elena est rapatriée en France. Et elle va plonger dans une dépression qui va durer au moins 4 bonnes années. Et Julia, qui a l'habitude de se filmer et de filmer sa sœur depuis qu'elles sont petites, va continuer à le faire et va filmer du coup la reconstruction de Mao. J'ai trouvé ce film tellement touchant, enfin moi il m'a marqué pendant plusieurs jours et c'est pour ça que je vous le conseille. Ça peut être très compliqué de filmer ce genre de sujet et d'ailleurs en plus comme c'est dans une sphère intime, etc., je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais j'ai trouvé personnellement en tout cas la façon de filmer très juste, parce que dans ces cas-là on peut vite, j'ai l'impression, de tomber aussi dans un truc un peu voyeur, de filmer la personne qui pleure, de filmer des moments vraiment très durs tout le temps, ou alors de vouloir absolument que la personne se soigne rapidement, d'être un peu dans la performance de quelque chose. Là j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas, et que justement c'était filmé de façon très douce et c'était plutôt l'histoire d'une famille qui vit la dépression en famille. Et du coup, comment on arrive à avancer malgré ça, comment on fait pour accompagner aussi. Il y a vraiment cette notion-là d'accompagnement, une personne en dépression. Il y a aussi tous les aspects de la rechute aussi de la dépression, parce qu'à un moment Elena va mieux puis elle rechute, elle passe aussi en hôpital psy, enfin voilà, il y a plein d'épreuves en fait qui sont traversées au fil du temps. Il y a des discussions très très dures, c'est impressionnant parce qu'il y a des discussions très factuelles et très dures sur potentiellement la mort, sur plein de choses qui sont très intéressantes, et tout ça aussi c'est filmé avec beaucoup d'art. Il y a plein de petits dessins, il y a des musiques qui m'ont beaucoup marqué aussi pendant la vision de ce film. Et aussi, du coup, c'est quelque chose qui les a beaucoup aidées à travers ça, c'est qu'elles peignent beaucoup tout au long du processus. Elles dansent, elles font plein de choses artistiques pour vivre la dépression aussi autrement et s'exprimer pas forcément à travers des mots. Donc non, j'ai été très touchée moi par ce film perso. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je l'ai regardé à un moment où j'allais pas trop bien en plus, donc ça aurait pu être compliqué. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup pleurer en fait. C'était très émouvant pour moi. Les chansons me sont restées en tête pendant plusieurs jours. Je les ai trouvées vraiment très touchantes. Et tout ça se fait quand même dans la douceur en fait. C'est ça que j'ai retenu. Et voilà, c'est pour ça que je vous conseille ce film personnellement. On passe au prochain film, il s'agit de Arco, c'est un film d'animation dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est très médiatisé en ce moment. Je vais vous lire le synopsis, donc je cite: En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Fin de la citation. Alors c'est une histoire très simple, mais qui est vraiment très belle.
J'ai adoré ce film, enfin je pense que c'est peut-être un de mes films préférés vraiment de cette année. J'ai trouvé ça tellement beau, enfin c'était juste beau, c'était mignon, c'était poétique. J'ai adoré tous les personnages et même les méchants, et j'aime trop quand j'aime les méchants. Alors là pour le coup les méchants sont très chouettes aussi, enfin vous allez comprendre pourquoi, enfin ils sont très drôles et tout. Donc voilà, mais j'aime adorer les méchants, je sais pas pourquoi. Et là c'est le cas. Tous les personnages sont super intéressants. On y aborde plein de thèmes. Il y a les relations aussi avec les robots. Donc en 2075, dans le monde de Iris, la société est accompagnée par beaucoup de robots. Et du coup, j'ai beaucoup aimé suivre cette relation-là. En 2075 aussi, du coup, il y a les ravages du réchauffement climatique sur la société dans le monde d'Iris, qui du coup est géré par plein de façons et c'est assez marrant à voir. C'est un fil rouge aussi qui va suivre un petit peu tout le film. Et la quête principale, du coup, c'est renvoyer Arco chez ses parents, etc. Et du coup, il va se passer plein de choses. J'ai trouvé ça juste super. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Je vais pas y passer beaucoup de temps, mais vraiment, allez le voir. Je pense que vous serez pas déçus. C'est génial. Tout est super dans ce film. J'ai pas grand chose à dire. Voilà. Et pardon, je crois que je l'ai pas dit, mais Arco, c'est réalisé par Hugo Bienvenu. On va passer aux séries. On va commencer par Nero. Je vais vous lire le synopsis. Donc, en 1504, dans le sud de la France, Nero, assassin cynique et redoutable, doit protéger sa fille de 14 ans, accusée d'être la dernière descendante du diable, celle qui doit provoquer la fin du monde. Père et fille s'engagent dans une aventure où, entre vengeance et rédemption, Nero devra choisir sauver sa peau ou sauver sa fille. Fin de la citation. Alors, Nero, je pense que j'ai adoré parce que pour une série française, j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des séries françaises avec autant de budget, quoi. Enfin, avec autant de décors, de personnages. C'est vraiment une série juste assez grandiose à regarder, avec une quête qui est assez intéressante, des personnages qui sont assez intéressants aussi. Voilà, c'est pas non plus, je pense, ma série coup de cœur, etc. Mais j'ai été impressionnée pour une création française d'avoir une série comme ça. J'ai passé un super moment et j'ai eu des bons retours dessus aussi de mes proches, donc je vous invite, voilà, à aller la voir si vous aimez les séries un peu fantastiques, historiques, fantastiques, voilà, d'action. C'est sympa à regarder, on passe un bon moment, quoi, en gros. J'ai ensuite regardé Made, c'est une série qui date de 2021, qui est une mini-série américaine qui, je crois, si j'ai bien compris, est tirée des mémoires de Stephanie Land, donc qui est tirée d'une histoire vraie. Cette série retrace l'histoire d'Alex, qui est une jeune femme qui a environ la vingtaine, je crois, qui est en couple avec un homme violent, qui est dans une relation violente, et qui est maman d'une petite fille qui s'appelle Maddie, qui a 2-3 ans, et en fait qui va décider au début de la série de fuir de cette relation avec Maddie. Voilà, tout simplement. Sauf que Alex, du coup, était très dépendante de son copain financièrement. Il l'avait invitée à quitter le travail pour s'occuper de sa fille. Il l'avait isolée de ses proches. Donc elle n'a pas beaucoup d'amis sur qui compter. Les seuls amis qu'elle a sont en commun avec lui aussi. Elle a une famille aussi très compliquée, Alex. Sa mère est atteinte de plusieurs troubles psy qui font que c'est pas forcément une personne sur qui elle peut se reposer non plus. Et même c'est une personne qu'elle va devoir aider tout au long de la série. Avec son père c'est compliqué aussi. Donc j'essaye de pas trop vous spoiler, mais voilà. Ça fait que Alex va se retrouver seul dans cette situation, va dormir dehors, va devoir enchaîner des missions de travail très compliquées, très mal payées, sans aucun droit, va se retrouver avec vraiment rien finalement. Et on va la suivre même dans ses rendez-vous avec l'assistante sociale, dans ses rendez-vous pour trouver des logements d'urgence, pour ensuite trouver un logement final, pour ensuite sortir de ce logement parce qu'en fait il aura aussi des problèmes. Enfin en fait tout va être très compliqué. Et en plus on va aussi suivre la relation qu'elle a avec son ex, parce que évidemment c'est aussi le père de sa fille et ça va amener plein de problèmes judiciaires à Alex, et même de problèmes avec lui, de problèmes avec sa famille. Tout est très compliqué en fait dans cette série, tout est très compliqué, tout est très long. De se sortir de toutes ces problématiques. Quand elle arrive à sortir d'une problématique, il y en a une autre qui arrive. C'est très dur. Et j'ai trouvé cette série super importante, super juste sur plein de sujets, et notamment sur l'emprise dans une relation.
on comprend vraiment l'emprise en fait dans une relation grâce à cette série, je trouve. Enfin, je l'ai trouvé vraiment. Ouais, c'est ça, très juste. Enfin, je l'ai trouvé vraiment bien faite sur sa relation avec son ex, justement, et sur tous les sentiments que ça peut amener, que ce soit les sentiments envers elle-même, les sentiments envers les autres, les sentiments envers son ex. C'est très dur pour Alex de se reconstruire et de réussir à se détacher complètement en fait de lui. Et même lui, en fait, on va mieux apprendre à le comprendre, comment il en est arrivé là, pourquoi. Je trouve que c'est une série qui est vraiment intelligente parce on se met à la place des personnages, on comprend comment ils en sont arrivés là. C'est pas une question de les pardonner ou pas, mais c'est de comprendre ce qui se passe et comprendre les mécanismes de l'emprise et des relations violentes, et de comprendre aussi pourquoi c'est si dur pour une femme de partir, pour une femme ou pour une personne victime de cette relation-là en tout cas, de partir en fait, pour la personne qui est sous emprise, de se détacher, que ce soit émotionnellement ou matériellement parlant. Je pense que c'est vraiment une série à voir. Pour le coup, c'est une série qui est pas douce du tout et qui est très dure visuellement à plusieurs reprises. Donc juste très gros trigger warning pour le coup sur tout ce qui est VSS, violence conjugale. Je vous mets aussi un trigger autour de niveau trouble psy, on rentre vraiment aussi dedans via la mère d'Alex. Et du coup, ça peut être très dur à voir aussi parce qu'elle a des crises à des moments dans la série. Donc je préfère juste vous prévenir que c'est pas une série facile à regarder pour le coup, surtout si vous avez pu être concerné ou si vous pouvez être trigger en tout cas par ces questions-là. Donc juste faites attention à vous quand vous regardez cette série, contrairement aux autres qui abordent des thèmes durs comme Sœur par exemple, mais qui je trouve l'enveloppe beaucoup. Là des fois c'est pas enveloppé c'est nature peinture, donc ça peut être compliqué, mais vraiment je suis très attachée à cette série perso, et je pense que c'est quelque chose peut-être aussi à montrer à des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'une relation d'emprise, de pourquoi les gens arrivent pas à partir et machin. Ça peut être aussi une bonne éducation à donner autour de ces questions-là. Et dernière série, mais ça du coup c'est plutôt une émission, en tout cas c'est une émission en plusieurs épisodes, donc j'ai mis ça dans série, mais je voulais vous parler de Nouvelle École. Nouvelle École du coup qui est sur Netflix, là qui est une compétition, je pense que vous savez, de rap. Moi j'adore suivre Nouvelle École, j'avoue. Je regarde Nouvelle École depuis pas mal de temps et je sais qu'il y a beaucoup de sujets autour de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très critiquables dans la façon de les rappeuses, de traiter les meufs aussi, parce qu'il y a très peu de meufs ou de minorités de genre dans cette émission. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à critiquer. La place des femmes dans cette compétition, voilà. C'est toujours un problème, même s'il y en a plus, c'est toujours un problème. Les critiques aussi des jurys, je trouve, sont parfois très peu constructives. SCH déjà rentre un peu plus en profondeur, et encore je trouve qu'on nous coupe beaucoup les retours des jurys, alors que moi perso c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais plus aussi voir des rappeuses, de leur façon d'écrire, de comment ils s'y prennent, de comment... ouais, des vrais retours autour de la musique, quoi. Des fois j'ai l'impression on parle beaucoup on rigole, on parle beaucoup de tout le reste et tout, et c'est normal, c'est divertissement, moi j'adore ça et tout, mais j'aimerais trop qu'on parle plus de textes, de musique et tout, de l'histoire du rap aussi, par exemple. C'est très peu abordé l'histoire du rap, alors sauf quand il y a, quand il y a les battles et qu'on va inviter des invités qui sont justement des pointures des battles, et du coup on va nous donner l'histoire autour des battles, etc. Ça c'est trop cool. J'aimerais trop qu'on remette un peu d'histoire autour du rap, mais bon, c'est un peu comme tous les télécrochets au final. Là, pour le coup, c'est pas une critique à faire à Nouvelle École, mais à tous les télécrochets, parce que The Voice, tous ces trucs-là, c'est encore pire, il y a même pas de critique. Je veux dire, il y a même pas de... C'est pas du tout enveloppé, on parle beaucoup plus de tout ce qu'il y a autour, plutôt que juste de la musique, de la personne et tout, Donc, Nouvelle École, c'est pas parfait du tout. Il y a aussi d'autres critiques à faire, je pense, sur plein de choses. Mais j'adore regarder Nouvelle École, moi, parce que je trouve qu'on parle pas assez de rap. Pourtant, c'est, je crois, la musique la plus écoutée en France maintenant, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais j'adore le rap, j'adore la diversité de ses styles aussi. C'est une musique hyper riche, qui a des artistes là actuels qui sont hyper intéressants, et que dans les médias mainstream ou dans les émissions mainstream ou à la télé, etc., finalement sont très invisibilisés, et on voit très peu de rap, je trouve, en tout cas pas assez.
Et ça me fait plaisir en fait de voir du rap, même si c'est une production Netflix avec du coup toutes les questions éthiques qu'il y a autour évidemment. Mais moi, je suis contente de voir du rap. Et je trouve que cette année, ça faisait plaisir parce que déjà, il y avait plus de meufs. Il y avait vraiment des très bons rappeurs, des très bonnes rappeuses, de plein de styles différents. C'est ça qui est intéressant. Franchement, dans les candidats qui ont été retenus et tout, je les trouvais tous et toutes fortes dans leur style, quoi. C'était hyper agréable à écouter. Moi, j'ai eu mes petits favoris, j'avoue. J'ai eu trop le seum que NJ soit partie dès le début parce que c'était ma préférée. Je vous mettrai en description si vous voulez aller écouter leurs textes. Comme ça, on parle un peu de musique aussi ici. Mais j'ai adoré Gerta. Vraiment, je l'ai trouvé beaucoup trop fort. TRZ aussi est fort. J'ai adoré 2L, évidemment. Il y en a d'autres, hein, que j'ai adoré, mais Eve Lamarca évidemment. J'ai adoré Shane aussi, enfin voilà. Pour le coup, les invités du jury aussi, je trouvais qu'ils étaient très chouettes. Enfin voilà, j'avais trouvé les épreuves intéressantes. Après, c'est vrai que il y a toujours des moments où je me dis, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Par exemple, moi, je pense que l'épreuve qui me parle le moins, c'est quand on prend les artistes et qu'on les met avec des artistes connus, vous savez, et qui doivent faire un remix. Et souvent, du coup, le but, c'est de les mettre... je comprends, hein, mais le but, c'est de les mettre dans l'inconfort. On va souvent mettre un rappeur, du coup, enfin un candidat ou une candidate avec un ou une artiste qui fait pas du tout le même style. Et du coup, il va devoir s'adapter. Et donc, je trouve ça effectivement intéressant parce que ça le met en difficulté. Il va devoir s'adapter rapidement, réussir à comprendre un autre style de rap. Ça peut être cool pour s'exercer et puis même pour lui ouvrir un peu l'esprit parfois sur d'autres styles qui pourraient lui plaire et pour enrichir sa musique et tout. Je comprends l'intérêt, mais j'avoue qu'il y a des fois où je me dis, bon, du coup, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on n'apprend pas vraiment à connaître le style des candidats, d'aller au fond de leur... Enfin, d'aller en profondeur dans ce qu'ils veulent défendre, à part en finale ou dans les clips. C'est vraiment à la toute fin qu'on peut découvrir ça. Pareil, les battles, il y a plein d'artistes qui sont pas forts en battle, mais qui écrivent des super textes, et du coup, je trouve ça dommage que les battles, c'est l'épreuve, je crois, la plus éliminatoire. Il y a la moitié des candidats qui partent. Bon, si t'es pas fort à une battle, ça veut pas forcément dire que ton rap est pas intéressant, quoi. Donc bon, après, c'est mon avis, mais du coup, il y a des épreuves que je trouve dommages parce que j'ai l'impression que les artistes, on peut pas aller creuser un petit peu dans leur style et essayer de les comprendre vraiment et tout. Qu'on reste pas mal en surface pour la plupart d'entre eux, alors que j'ai l'impression que s'ils arrivent déjà jusque-là, en plus, c'est qu'ils ont vraiment un univers, des choses à défendre et tout. Après, voilà, il y a quand même plus maintenant de recherche. Enfin, on va découvrir plus les candidats en profondeur, on va découvrir leur vie, pas mal de choses. Donc c'est chouette, mais voilà, pour moi, les épreuves les plus intéressantes, c'est vraiment la finale, l'épreuve des clips, où du coup le ou la candidate va nous faire découvrir ce qu'il aime ou ce qu'elle aime visuellement dans les textes, dans les paroles. Enfin, en fait, moi, j'aimerais trop qu'il y ait des épreuves où on aille plus en profondeur dans leur DA et qu'on comprenne vraiment qui c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est là où, du coup, on a eu... le rap a niqué ma vie de Gerta par exemple, qui était incroyable. Enfin, où à la finale de Zell, elle a trop géré. Et encore, c'est dommage parce que du coup, j'ai l'impression que de Zell, par exemple, il y a que TRZ qui a fait son truc et il était trop fort juste en étant tout simple. Mais par exemple, Shane et Dezel, j'ai l'impression qu'en finale, vu qu'ils ont qu'une épreuve pour montrer leur DA, ils veulent tout mettre dans une seule épreuve. Et en fait, Dezel, j'ai trop kiffé ce qu'elle a fait, mais il y avait beaucoup de choses. Et je pense que si on avait eu plus de temps, elle aurait pu faire en plusieurs fois ça. Enfin, je sais pas comment dire. Et Shane aussi, pour aller avoir plus le temps de s'exprimer sur les choses et mieux, tu vois. Mais bon, après, il y a toujours des choses à critiquer. Mais voilà, si vous aimez Nouvelle École, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, ça m'intéresse trop. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de choses... à remettre en question dedans, mais il y a quand même des artistes qui sont intéressants et je veux vraiment défendre ça. Pareil, il y a eu un après Nouvelle École, je crois, c'est juste un épisode, si jamais ça vous intéresse, qui est sorti sur Netflix. C'est juste avant la saison 4, là, il y a eu un épisode genre que sont devenus les candidats de Nouvelle École. Et pour le coup, cet épisode, je l'ai trouvé très intéressant parce que du coup, on avait des artistes... qui parlait des difficultés qu'il y a derrière le monde de la musique. Et ça, pour moi, j'aimerais trop qu'on en parle plus. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, je trouve, et qui est hyper
un peu caché, enfoui et tout sur les dessous du monde de la musique qui est juste un des secteurs, pareil, qui est hyper touché par le capitalisme. Je pense qu'il y a plein de sujets hyper intéressants à aborder dans l'industrie musicale en général, et du coup pas que dans le rap, des questions de sexisme et tout, parce que souvent c'est des questions qu'on va aborder quand on parle de rap. Ah, le rap c'est sexiste et nanana. Mais en fait, toute l'industrie musicale est sexiste. Enfin, c'est pas une question de rap. Pareil, on va souvent dire ah, le rap en ce moment il est pas assez politique, etc. Mais qui a dit que tous les rappeurs devaient être politiques? Qui a dit que le rap devait être plus jugé parce qu'il n'y a pas de meuf ou qu'il n'y a pas de politique qu'un autre style? En fait, oui, on peut critiquer ça, mais critiquons ça dans l'industrie musicale en général et ne soyons pas plus exigeants avec le rap qu'avec un autre. Et du coup, toutes ces questions-là, je trouve qu'elles sont un petit peu abordées dans l'épisode dont je vous parle là, l'épisode entre deux. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Par exemple, il y a Naira qui en parle beaucoup. Naira qui est une artiste très engagée, qui en parle beaucoup. Il y a Lace aussi qui parle pas mal de ça. Il y a plusieurs artistes qui parlent du fait que ils se sont lancés, ils connaissaient rien à l'industrie et qu'il y a plein de gens qui leur ont foutu à l'envers. Et c'est hyper intéressant. En fait, pour moi, c'est des travailleurs et des travailleuses qui parlent du fait qu'ils connaissent pas leurs droits du travail, qui sont pas informés autour de ça. Et du coup, le fait que ça peut engendrer plein de dérives. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de sujets qui peuvent être ouverts là ces prochains temps et qui seraient super chouettes à aborder. Et si vous connaissez justement des émissions qui parlent de ces questions-là, je serais hyper intéressée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça si vous êtes chaud. Et pareil, ça fait trop plaisir parce que voilà, de voir une Dezel qui ramène... Alors Dezel, pour le coup, est hyper radicale dans ses idées. J'ai écouté plusieurs interviews d'elle après. Bon, le bord politique est très à gauche. Et du coup, Dezel, qui est dans une émission comme ça, qui est très mainstream, va ramener le bloc sur scène et tout. Ça me fait trop rire. Je suis genre, allez, vas-y. Très bien, trop chouette. TRZ qui va parler des Kurdes. Plusieurs artistes aussi qui parlent de la Palestine. Enfin voilà, et il y en a aussi plein qui parlent de leurs origines en général, de problématiques auxquelles ils sont confrontés dans la société et tout. Moi, ça me touche. Enfin, je trouve que c'est une émission qui porte aussi des belles valeurs qui me touchent beaucoup perso, en fait, en tout cas. Donc voilà, nouvelle école. Je sais pas pourquoi j'en ai parlé super longtemps, mais c'est un sujet qui m'intéresse. On va passer à YouTube. J'ai juste une vidéo YouTube qui m'a assez intéressée dernièrement et que je voulais vous partager. Il s'agit de la vidéo de Masqué. Masqué, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un YouTuber, du coup au départ qui parlait pas mal de musique. Et je crois qu'il a fait des vidéos plus divertissement aussi après en général. Mais j'avoue que je le suis pas énormément. Je l'ai juste suivi sur pas mal de vidéos qu'il a fait avec Squeezie notamment à l'époque. Ou ces vidéos vraiment musique à la base, j'aimais bien suivre. Et puis là, ça fait quelques temps que j'avais pas trop suivi ce qu'il faisait. Mais il a sorti une vidéo sur le fait qu'il a passé plusieurs années sans papier en France. Et je vous invite trop à la regarder. Ça m'a assez choquée dans le bon sens qu'un youtubeur aussi connu parle de ces sujets, parce que Masqué, je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés au moins. Donc, et en fait, la question des papiers en France, déjà, elle est tellement couverte de racisme, de stigmatisation, etc., de préjugés et tout, que c'est des questions qui sont très compliquées à aborder, très peu abordées dans les médias mainstream, à part justement pour en parler en mal. Et du coup, Masqué explique son parcours et comment il en est arrivé à ne plus avoir les papiers en France et à perdre même l'accès à son compte en banque, à ses droits, à plein de choses. Et ça m'a marqué de voir sur sa chaîne le fait d'aborder ce sujet. Il montre du coup, en tant que Mauritanien, en tout cas, parce que l'accès au papier du coup est pas du tout le même en fonction du pays où vous venez d'ailleurs. Comment au quotidien ça l'a impacté, alors même qu'il était en plus peut-être summum de sa carrière. Il était déjà très connu à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à imaginer quand tu vois quelqu'un de connu. Tu te dis pas qu'il peut avoir ce genre de problématique. Et donc, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant
parce qu'il débunk beaucoup, plein d'idées reçues. Il montre à quel point c'est compliqué et à quel point, encore une fois, lui, il était déjà dans une situation privilégiée, entre guillemets, parce qu'il était connu, parce que, voilà, il avait aussi ses privilèges à lui, et que pour d'autres personnes, c'est encore pire. Alors que quand tu l'écoutes, son histoire est déjà tellement dure que tu te dis, bah, du coup, c'est comment pour les autres gens qui n'ont pas ces privilèges-là. Et moi, je suis contente, en fait, d'entendre ce genre de discours parce que, encore une fois, c'est des sujets qui sont tellement stigmatisés que on a tellement une vision faussée de ce qui se passe vraiment. Et je pense que il en faut plus des témoignages comme ça, il en faut plus des gens qui viennent montrer la réalité, la réalité du monde, quoi, tout simplement. La réalité de la vie. Et à quel point le système français est injuste, et voilà. J'imagine pas combien de questions il a dû se poser avant de mettre la vidéo en ligne et tout. J'ai trouvé ça vraiment courageux pour le coup. Et je trouve que dans les youtubeurs et youtubeuses très connus, bah là en ce moment c'est très dépolitisé. Et moi je suis un peu et moi je dis toujours que je suis un peu une enfant de YouTube. Enfin, je regarde YouTube depuis petite et j'en suis encore passionnée aujourd'hui. Je regarde un petit peu tous les youtubeurs et youtubeuses connus là que vous connaissez sûrement aussi et tout. YouTube, j'adore ça, mais je trouve ça tellement dépolitisé et je trouve ça tellement dommage de voir des Squeezie qui va dire au Stream for Humanity que le Stream for Humanity c'est pas politique. Enfin, je veux dire, c'est quand même un stream pour venir en aide aux personnes qui sont dans des situations de génocide dans le monde, etc., de guerre. Dire que c'est pas politique, je trouve ça tellement dingue. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du coup, ça me fait du bien de voir ce genre de vidéos portées par des youtubeurs connus. Moi, j'aimerais bien qu'on repolitise un petit peu YouTube et qu'on arrête de tourner autour du pot, quoi. Il y a plein de sujets à prendre en main. Voilà. Je passe au sujet suivant parce que cet épisode est beaucoup plus long que prévu. Ok, cet épisode est beaucoup plus long que ce que je pensais, donc je vais essayer d'aller plus vite pour les derniers. Je voulais vous parler de médias, mais je vous parlerai de médias plus tard. C'est pas grave. Je vais vous parler de compte Instagram que j'ai trouvé très intéressant et que je vous invite vraiment à suivre. Justement, pour continuer sur le sujet un petit peu YouTube, je suis en train pas mal là de m'informer sur la pole dance parce que le mois prochain, normalement, si tout va bien, je reçois une pole danseuse incroyable. Et du coup, j'ai pas mal essayé d'étudier la question pour poser des bonnes questions, etc. Et aussi, du coup, à m'intéresser à des pole danseuses ou à des danseuses, etc. qui parlent de ces sujets et tout. Et du coup, j'ai suivi Chris Mara, que j'ai d'ailleurs déjà pris en photo parce que je travaillais pour des salles où elle performait et tout. Et donc, je vous conseille le compte de Chris Mara, que je vous mets en description, qui est du coup une pole danceuse qui parle beaucoup des origines de la pole dance, de ses attaches avec du coup le strip, les TDS, qui en fait retrace un petit peu toute l'histoire qui est autour de ça et qui remet un petit peu les pendules à l'heure, on va dire. Et en fait, je la trouve vraiment passionnante, cette personne. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle. Et du coup, en fait, justement, je regarde YouTube et je vais voir qui est l'imposteur, le dernier qui est l'imposteur, avec Aya Nakamura et Géraldine Nakache. À un moment du qui est l'imposteur, le but est de trouver qui est la fausse pole danceuse. Et donc, on va voir 3 pole danseuses qui perfent et tout, qui sont trop stylées. Bref. Et Squeezie demande est-ce que ça vous dérange pas que votre métier soit rattaché un peu au métier du sexy, on va dire, au strip, etc. Est-ce que ça vous dérange, machin. Donc déjà, la question est super orientée. Et les personnes répondent, enfin en tout cas, la personne qui répond ah non, non, mais moi je fais surtout pas ça. Moi je fais, c'est du sport, c'est de la danse, mais c'est pas du strip. Moi je fais surtout pas de strip. Et en fait, ce qui ressort de cette vidéo, c'est un petit peu un mépris pour le strip, justement. Et voilà, il y a une gêne, quoi, autour de ça. C'est gênant.
Et du coup, Chris a repris ça et a très bien débunké la chose et a dit en fait c'est pas vous qui décidez si ça vous gêne qu'on vous rattache à ça ou pas, parce qu'en fait c'est juste les origines, les personnes qui font de la pole dance à la base, c'est une histoire qui vient beaucoup des milieux queer, des milieux racisés et c'est des milieux TDS, des milieux... voilà, c'est elles en fait qui ont inventé cette danse, c'est elles qui ont inventé ce sport, c'est elles qui ont inventé cette pratique. Et on peut pas juste leur enlever ça, c'est pas possible. Et je trouve qu'elle explique vraiment bien ça et je vous invite vraiment à aller suivre son compte. Elle est en train de faire plein de vidéos autour de ça en ce moment et je trouve ça trop intéressant et trop important de remettre la lumière aux bons endroits, on va dire. Donc voilà, c'était juste un petit sujet, une petite aparté là-dessus. Aussi en ce moment, il y a plein de choses qui se passent autour de la continuité des revenus des artistes auteuristes. Je pense que vous êtes au courant, mais les lois sont vraiment en train de passer au Sénat et tout. Enfin là, c'est trop important. Donc pour ça, bien sûr, il y a les comptes des différents syndicats que je vous conseille. Enfin, tout ce qui est SNAP, CGT, STAA, CNTSO et tout. Je vous mets tout ça en description, mais c'est des comptes qui parlent beaucoup de la continuité des revenus, qui explique à chaque étape ce qui se passe, qui donne des nouvelles aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée, etc. Mais je voulais aussi vous conseiller le conte de Samantha Bailey. C'est une autrice que je lisais beaucoup quand j'étais ado. J'aimais beaucoup ses livres. Et du coup, Samantha Bailey fait des super posts autour de tout ça aussi. C'est une bonne porte-parole, enfin c'est une des porte-paroles du mouvement, on va dire, enfin peut-être pas officiellement, mais elle en parle beaucoup et elle est très relayée autour de ça. Donc n'hésitez pas à aller suivre son compte et à aller suivre ce qu'elle fait parce que c'est vraiment bien expliqué, c'est très clair, c'est facile à lire, je trouve que c'est pas trop lourd et tout, donc voilà, très intéressant si vous voulez vous informer autour de ces questions-là. Et dernier compte que je voulais vous recommander, ce sera ma dernière reco de cet épisode, c'est le compte Instagram de Mauna Poésie, donc Mauna Vigam, qui est autrice de romans contemporains et de poésie, et qui fait beaucoup de vidéos en ce moment autour, et qui fait beaucoup de contenu et de vidéos. Je sais qu'elle a un podcast aussi, j'ai pas encore été l'écouter. Mais en tout cas, sur Instagram, elle fait tout un contenu autour de l'invisibilisation des personnes racisées dans le monde de l'édition. Et c'est super large, les sujets qu'elle aborde. C'est qui est hyper riche. C'est qu'elle va même parler de représentation dans les romans, de pourquoi, d'après elle, les personnages racisés, les personnages noirs sont hyper mal représentés quand le livre est écrit par une personne blanche, et du regard qu'on a sur nos personnages, de pourquoi c'est important de se poser la question, même quand on écrit de la fantaisie, etc. Il y a plein de sujets qu'elle aborde autour de tout ça, et enfin, je voulais juste vous partager ce compte parce que je pense que c'est hyper important, c'est hyper enrichissant. Moi, je suis une femme blanche, donc il y a plein de choses que je ne connais pas, il y a plein d'angles morts en fait que j'ai. Et du coup, ça m'apprend beaucoup de choses. Enfin, j'apprends énormément grâce à elle. Je trouve qu'elle est très claire, elle est très pédagogue, elle explique plein de choses. Enfin, c'est trop une chance de pouvoir lire ça. Je suis très reconnaissante de tout le travail qu'elle fait là-dessus. Donc merci à elle. Je vais bientôt lire ses romans, donc j'ai trop hâte, et je vais commencer à écouter son podcast parce que juste ces sujets m'intéressent trop. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode de Favoris culturels parce qu'au final j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. Cet épisode va être plus long que ce que je pensais. Mais je vous parlerai la prochaine fois de médias et puis bien sûr de livres que j'ai lus, d'autres films, séries. N'hésitez pas à me dire du coup les catégories que vous aimeriez voir, que vous aimeriez voir mis en avant et tout. Je sais que j'ai pas parlé de concerts, j'ai pas parlé de spectacles les 2 dernières fois, tout simplement parce que je ne vais pas en voir car je n'ai pas les sous. Mais je pense qu'il y a plein de sujets que j'oublie, enfin... je pense que la prochaine fois je vous parlerai quand même de petits spectacles lyonnais que j'ai pu voir, des choses comme ça. Genre voilà, je pense qu'il y a d'autres sujets à aborder, enfin d'autres catégories de favoris qu'il faut que je garde en tête. Mais c'est un peu dur des fois de faire des bilans de ce qu'on a lu, vu, écouté, machin. Je pense qu'il y a plein de choses que j'oublie, donc je vais essayer de mieux me noter ça pour que les prochaines fois j'ai d'autres catégories à vous présenter, voilà. N'hésitez pas à me partager vos favoris du coup aussi en commentaire, à me dire ce que vous avez aimé lire, écouter, voir ces derniers temps.
à me faire des retours si jamais il y a des choses dont j'ai parlé ici que vous connaissez et du coup si vous êtes en accord ou pas avec ce que j'ai dit, ça m'intéresserait de... Et puis n'hésitez pas du coup à soutenir le podcast, à le partager, à mettre 5 étoiles, à vous abonner, voilà, à soutenir les différents posts ou à partager... ou à soutenir la cagnotte Tipeee si jamais vous en avez la possibilité. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Lame Podcast. Merci à vous.